Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des bulles spéculatives et voir avec vous comment elles se déroulent, d'où elles viennent, comment les détecter, comment les gérer. Au bout du compte, est-ce un piège ou une opportunité pour un épargnant, un investisseur comme vous et moi, d'arriver dans un marché en état de bulle? Je suis Marc Gentilhomme, auteur et chercheur en finance, et je suis indépendant des réseaux de vente, je ne fais pas de conseils financiers. J'ai une expérience d'une trentaine d'années comme consultant extérieur à des banques et à des assurances, et j'ai constitué aussi pendant 15 ans une clientèle de particuliers. Je serai très heureux de mettre cette expérience et ces recherches à votre service. Alors je vais rappeler d'abord quelques principes généraux. C'est quoi une bulle ? Il y a une différence entre la valeur et le prix. La valeur peut être évaluée avec un certain nombre de critères économiques et financiers, pratiques. Un des critères de valeur assez bien connus, c'est par exemple la rareté. Un autre critère de valeur dans les investissements, c'est le flux de revenus que ces investissements pourront procurer à long terme. Et puis le prix, qu'est-ce qu'on entend par prix? Eh bien, dans les marchés financiers, le prix, c'est le cours coté, mais c'est valable aussi pour les biens qui permettent d'avoir un certain nombre de transactions très larges sur des marchés très larges, comme l'immobilier. Alors, il y a une bulle financière quand les cours montent, non pas parce que la valeur intrinsèque des investissements augmente, et bien comme les gens mettent de l'argent dans cet investissement, ben, il monte tout naturellement. Et comme il monte, c'est une bonne affaire puisque les résultats sont prodigieux. Donc on en remet encore. Donc finalement, il y a une auto-validation. La bourse ou l'immobilier ou d'autres sujets peuvent monter parce qu'ils montent. Alors une fois que la prévision s'auto-valide, les personnes qui ont fait le pari sont très contentes et soit en parlent à d'autres, soit remettent de l'argent. Alors je vais prendre quelques exemples de bulles et pour ça je vais prendre surtout des effets visuels de bulles qui sont assez aisément reconnaissables. Alors je vais prendre quelques bulles à travers l'histoire, je vous dirai tout à l'heure lesquelles sont derrière ces graphiques. Vous voyez une pente parabolique qui est typique de la montée en bulle, qui se termine sur un sommet extrêmement pointu et la dégringolade n'en est que plus spectaculaire. En ce moment, il y a un certain nombre d'actions, de marchés ou de domaines qui sont en bulle, et j'ai pris cet exemple-là, on peut en trouver pas mal, mais pensez que Tesla, dont j'ai mis les cours là, serait sans doute sur le chemin d'une bulle dont on ne sait pas où elle finira ou si même elle a déjà fini. Alors, comment ça marche les bulles? En fait, il faut bien voir que nous sommes mus dans nos actions, dans nos réactions, par un certain nombre de parties du cerveau, et ces parties du cerveau ne communiquent pas toujours. D'après les spécialistes, il y a le néocortex, le reptilien, le limbique, et à un moment donné, la partie émotionnelle prend le dessus sur les autres, et notamment sur l'aspect rationnel, symbolisé par le néocortex. Cette émotion, elle vous pousse à acheter quelque chose qui monte parce que vous vous dites que vous allez louper la bonne occasion. Cette émotion, elle ne reste pas individuelle, elle est relayée par la psychologie collective, car quand cette psychologie collective est en faveur du bien ou du placement, tout déjà entre les personnes et les groupes s'auto-entretient et s'auto-valide, puisqu'on vient chercher auprès du groupe un certain nombre de validations, de confirmations, et on les obtient. Au bout du compte, on a en stade relativement classique une apparition des médias qui font la une des grands journaux lorsqu'il y a des choses relativement sensationnelles à dire, soit à la hausse, donc effectivement on entretient la psychose haussière, soit à la baisse, on entretient l'effet de panique, et puis tout ça bien sûr rétroagit sur les cercles précédents, puisque de voir dans les médias la confirmation même de la psychologie collective renforce cette psychologie, et celle-ci a un effet émotionnel évidemment sur les individus, un effet émotionnel sur les individus qui n'auraient pas encore investi dans la bulle. Finalement, donc des émotions, des raisonnements, la psychologie collective qui est absolument importante dans le phénomène de bulle, un sujet que connaissent bien les psychiatres et psychologues, le fait qu'on va rechercher l'approbation de la majorité et que l'on est même très très intéressé par une unanimité.
Alors, ces mécanismes que je viens de décrire sommairement marchent pour des modes, des individus, des secteurs d'investissement à partir du moment où il y a une large participation collective dans ces émotions. C'est notamment les médias qui nous donnent des signaux absolument extraordinaires. En 1979, Business Week, après une bonne quinzaine d'années de baisse de la bourse américaine, titre que les actions sont mortes. Donc Business Week vient confirmer l'émotion extrêmement négative et le dégonflement total des actions après une bulle. Mais ça marche, je disais, aussi pour des individus célèbres, et notamment Angela Merkel, en décembre 2015, est élue par Time femme de l'année. Donc là, on est au zénith de sa propre popularité, de sa propre bulle même de popularité, et on connaît la suite, puisque là, on faisait ce qu'on appelle un peu, les professionnels disent au sujet des cours, on fait un top de popularité, et on sait ce qui s'est passé par la suite pour Angela Merkel, pas que du bon. Ça marche aussi bien sûr à la hausse, et l'immobilier parisien fait très souvent la une. Il monte depuis une vingtaine d'années, et donc là, l'an dernier, en mars 2019, cette une montrait et confirmait qu'effectivement il y avait une ruée, ce qui entretient toujours chez l'épargnant l'idée que l'immobilier est évidemment un très bon placement. Alors à travers l'histoire, je vous avais montré quelques bulles qui schématiquement sont assez fascinantes parce qu'on voit bien qu'elles suivent exactement les mêmes étapes, le creux que l'on voit juste après la première hausse, puis ensuite la hausse parabolique et ensuite l'effondrement. Alors ce qui est encore plus fascinant, c'est quand je vais vous montrer quelles sont ces bulles, puisqu'on a des marchés et des époques très variées et que ce sont les mêmes bulles. Bulle Internet Alcatel. Ensuite, j'ai pris un peu au hasard le Bitcoin, mais il a déjà fait 4 bulles, donc j'ai pris celle de janvier-avril 2013. Ensuite, à nouveau, la bulle Internet France Télécom. Et ensuite, la Compagnie des mers du Sud, qui est très connue des historiens et des économistes, qui a été créée en 1717 et qui s'est effondrée en 1723. Voilà, c'est toujours un petit peu la même histoire, parce que finalement, ce qui est frappant, c'est que les stades même d'évolution des bulles sont totalement répétitifs. Et pourquoi ? Parce que les stades même de la psychologie collective et du comportement humain sont totalement répétitifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure par rapport à tout ça ? En fait, il s'agit de bien repérer dans quel stade justement on se trouve. Donc il y a un schéma fameux qui traîne dans tous les livres et les articles, qui est le schéma des stades de bulles. Tout le monde le connaît, et bien évidemment, les épargnants continuent à se faire avoir, faute de moyens et faute de recul. Au premier stade de quelque chose qui a une valeur intrinsèque, je le rappelle, il y a quelques initiés qui ont les bonnes informations, qui sont éventuellement des professionnels du secteur, et donc qui investissent discrètement lorsque cet investissement est totalement inconnu, il n'a aucune audience, aucune notoriété. Ensuite, certains d'entre eux revendent en ayant déjà fait une belle plus-value, mais là, il y a des compagnies financières, des fonds d'investissement qui commencent à s'intéresser à la chose. Donc on est passé des professionnels techniciens au fonds d'investissement, et là le prix, après une phase de doute qu'on a vu tout à l'heure sur les graphiques des bulles, le prix commence à monter. Comme le prix commence à monter, les médias commencent à en parler un petit peu, le public arrive au moins au milieu de la hausse, donc il en a loupé déjà la moitié. Et puis là, commence tardivement à se sensibiliser. Alors il faut déverser des tonnes d'arguments, d'exemples et de justifications pour que le public se mette vraiment à y croire. Et finalement, il va investir de plus en plus à mesure que la bulle monte, créant la fameuse émotion dont je parlais tout à l'heure, arrivant au stade ultime où là, on a effectivement les derniers arrivés qui viennent absolument vouloir participer à la fête, et on atteint un sommet. Bien sûr, une fois que les derniers participants particuliers sont arrivés, il y a un choc souvent extérieur, mais ça peut être un choc psychologique.
une prise de conscience des excès, et là on se met à rebaisser. Pour les épargnants, ce qui se passe, c'est qu'eux gardent contre vents et marées. Ensuite, évidemment, quand le cours dégringole, ils prennent peur, et à la fin se découragent, et là aussi, pour contenter leur ego et leur orgueil, finissent par vendre pour se débarrasser de quelque chose qui a des pertes importantes. Moralité très simple, lorsqu'un particulier est livré à lui-même et n'a pas de connaissances financières, il n'achète pas quand un bien ou un marché décolle, il n'achète pas en début de hausse, il achète au moins en milieu de hausse, surtout à la fin, et revend à la fin des baisses. Alors évidemment, la question à 100 balles, c'est comment rentrer dans une bulle et en sortir à temps. Il faut donc investir dans un bien qui a une vraie valeur intrinsèque, qui peut-être va finir par connaître des hausses par palier qui sont exubérantes, et se donner un objectif de vente. Peu de particuliers savent le faire. Il y a un indicateur typique de haute bulle, ce sont les déclarations délirantes. En général, on perd évidemment tout sens de la mesure. Cette fameuse euphorie, elle est juste reflétée par des propos de gens qui font autorité, ça c'est très important, et qui entretiennent les fameux cercles vicieux ou vertueux dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, notre pays est aux abords de l'âge d'or et de la prospérité. Ça, c'est le ministre des Finances américain en pleine bulle Internet. Alors, ce fameux âge d'or, il est repris dans beaucoup de propos. Ensuite, nous avons à nouveau un nouvel âge de l'économie mondiale et le mot ininterrompu est un mot qui doit alarmer parce que bien évidemment, tout est cyclique et donc rien n'est absolument permanent. Ça, c'est Claude Allègre, ministre de la Recherche à l'époque en 1999, toujours dans la bulle Internet. Nous avons le ininterrompu qui devient une prospérité permanente, donc sans aucune interruption. Ça, c'est un monsieur qui était PDG d'une entreprise automobile en 1928. Et puis, une nouvelle déclaration extrêmement optimiste. Nous sommes à l'aube d'un nouveau monde, d'une nouvelle ère, tout va bien et tout est nouveau. Et ça, c'est Christian Poncelet, dans son message au Sénat en 2000, à nouveau la bulle Internet. Sur le fond, on a vécu des révolutions industrielles et technologiques successives, et d'ailleurs aujourd'hui, la révolution blockchain et crypto-monnaie est certainement une révolution. Donc, dans les faits, Internet et d'autres modes se sont traduites par des innovations durables et des secteurs nouveaux entiers de l'économie. Le problème n'est pas tellement là. Le problème est que ces propos ont entretenu les niveaux de prix et ont conditionné les gens, parce qu'ils étaient donc des personnes d'autorité, ils ont conditionné les gens à garder, à remettre de l'argent et à donc entretenir la bulle. Alors les initiés, eux, utilisent donc les consensus des grands médias dont je parlais, mais il y a aussi des baromètres professionnels. Et puis ils ont des outils plus classiques de valorisation. J'ai pris un seul exemple parce que je ne veux pas faire de techniques ennuyeuses aujourd'hui. Mais par exemple la bourse américaine, les 500 premières valeurs, le Standard & Poor's, le ratio cours-bénéfice, qui est un indicateur technique très classique, revenu au niveau de la bulle de 2000-2001. En somme, on peut s'en sortir lorsqu'on repère les bulles et qu'on sort à temps, ou en tout cas quand on se coupe un bras dans une hausse où tout le monde est euphorique. Il faut donc essayer de se dégager du flot des émotions. Il faut pouvoir avoir des éclairages indépendants et notamment la vraie indépendance, pour moi, elle est donnée par l'analyse technique, c'est-à-dire l'analyse des graphiques eux-mêmes, et non pas la lecture des opinions, des sentiments, des propos. Et puis, avoir des outils et des repères pour faire vous-même un plan d'investissement dans lequel vous vous donnez des objectifs chiffrés. Se donner des objectifs chiffrés permet de sortir d'un marché une fois qu'on les a atteints, et tant pis si on loupe le reste de la hausse, au moins on ne connaît pas la phase finale qui est une phase d'écroulement. Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où d'autres vidéos et d'autres articles vous attendent. marcg.com. À très bientôt. Merci.